Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a fait face à la représentation nationale pour le vote du budget de son ministère. Il est arrêté à 310 milliards 847 millions 702 659 francs CFA pour l'exercice 2023. La question sécuritaire et la mise en place d'un ministère chargé des élections était au cœur des discussions lors du vote du budget. Et puis la mesure sur la baisse des prix est entrée en vigueur depuis plusieurs jours et les grossistes refusent de baisser leurs prix, une situation qui indispose les commerçants obligés parfois de vendre à perte. Ils se sont exprimés dans cette édition. Dans ce journal également, l'enquête du lundi sur le pont Nelson Mandela de Foundiougne. Il a été inauguré en début d'année par le chef de l'État. Ce pont, qui fait le bonheur des acteurs touristiques et ceux du transport, crée d'énormes difficultés aux femmes commerçantes de la localité. La réalité cachée de ce pont, une enquête réalisée par Younous Agué à suivre tout à l'heure. Et à moins de 24 heures de son match contre l'Équateur, l'équipe nationale du Sénégal a effectué sa dernière séance d'entraînement. Le groupe était presque au complet. Cheikhou Kouyaté, seul absent, un match décisif pour la suite de cette Coupe du Monde pour les Lions et qui coïncide avec le deuxième anniversaire du décès de Pape Bouba Diop, premier joueur sénégalais à avoir marqué dans une phase finale de Coupe du Monde. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, le ministre de l'Intérieur tient son budget pour l'exercice 2023. Il est arrêté à plus de 310 milliards de francs CFA. La question de la sécurité était au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Antoine Félix Diome a rappelé aux députés les efforts de l'État dans la lutte contre l'insécurité. Plusieurs députés de l'opposition n'ont pas accepté de voter ce budget. Ils réclament la création d'un ministère en charge des élections. Mamadossi et Mafalfal nous font le compte rendu. Il a été beaucoup question de sécurité lors du vote du budget du ministère de l'Intérieur. Après plusieurs interpellations des députés sur cette question, Antoine Félix Diome rassure. Mais insécurité, d'année en année, de pays. L'insécurité recule d'année en année au Sénégal. D'après les statistiques de la Direction de la sécurité publique, entre 2021 et 2022, il y a eu un recul de la criminalité de 9,52%. Ces résultats sont obtenus grâce à la multiplication des commissariats, des brigades, du personnel, mais également des moyens matériels. Autre préoccupation soulevée, le contrat entre l'État du Sénégal et la société malaisienne dans le cadre de la confection des cartes d'identité biométriques. Sur ce point, le ministre de l'Intérieur a tenu à lever un coin du voile. Le contrat qui lie l'État du Sénégal à Iris devrait prendre fin en mars 2021. Quand j'ai parlé au directeur de la DAF et à ses collègues, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin du temps pour pouvoir concevoir eux-mêmes les cartes d'identité biométriques. C'est par la suite que nous avons négocié avec le partenaire. Le contrat prend fin en avril 2023. Contrat avril 2023 lay jeex. Malgré les précisions et les garanties du ministre de l'Intérieur, certains députés de l'opposition ont décidé de ne pas voter le budget. La question de l'insécurité, parce qu'on a dit que c'est un constat général. Et aujourd'hui, nous avons aussi parlé de ça en séance plénière. Le manque de sécurité, l'insuffisance des postes de police, des commissariats. Et tout ça, on en a discuté avec le ministre de l'Intérieur. Il nous a apporté des réponses, mais des réponses qui ne sont pas convaincantes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de ne pas voter le budget. L'arrêt des interdictions de marché, la mise en place d'un ministère chargé des élections, les indemnités des chefs de village et délégués de quartier sont entre autres des points soulevés par les parlementaires. Le ministre de l'Intérieur a apporté des précisions à toutes ces questions.
La mesure sur la baisse des prix des denrées de grande consommation est entrée en vigueur il y a quelques jours. Du côté des détaillants, on est obligé de baisser les prix, de se conformer à cette mesure, même si les grossistes refusent de revoir leurs prix, une situation qui les handicape et ils disent choisir entre vendre à perte et refuser de s'approvisionner. Mamadou Dia et Mafalfal ont rencontré quelques-uns. Voici le reportage. Derrière le comptoir de cette boutique située à la rue 16 de la Médina, Abbas reçoit ses clients. Ce jeune boutiquier est au courant de la baisse des prix de certains produits homologués, mais il est difficile pour lui de la respecter parce que les coûts n'ont pas changé chez le grossiste, selon lui. Nous sommes fatigués à cause de cette baisse. Le gouvernement nous met en mal avec les clients. Seul le prix de l'huile a baissé. L'oignon importé, nous l'achetons à 460, le sucre à 550. Nous achetons aussi les sachets, il faut le savoir. Seul le prix de l'huile est revu à la baisse. C'est ce que nous confie aussi Mohamed, un autre boutiquier, à quelques jets de pierre. Le prix de l'huile a connu une baisse et le lait aussi. Les prix restent les mêmes chez le grossiste, raison pour laquelle, depuis quelque temps, j'ai arrêté d'ailleurs d'acheter certains produits pour ne pas avoir des problèmes avec les clients. Malgré tout, ces commerçants détaillants disent essayer d'ajuster pour ne pas perdre des clients ni avoir des problèmes avec les services du commerce, même s'ils enregistrent parfois des pertes. Nous vendons à perte et c'est anormal. Les conséquences sont déjà là. Soit je vends pour satisfaire mes clients, soit je ferme la boutique. Difficile pour ces boutiquiers de respecter les prix homologués si la baisse n'est pas effective chez le grossiste. Ils veulent d'autres concertations pour se plier à la décision du gouvernement. Mamadou Dia et certains commerçants ont trouvé une stratégie pour contourner cette mesure sans risque de se faire prendre. Eh bien, ils ont décidé d'augmenter les prix des produits non homologués, une stratégie décriée par les consommateurs. Mais selon le directeur du commerce intérieur, rien ne s'y oppose du point de vue légal. Oumar Diallo appelle cependant les consommateurs à plus de vigilance. Il est au téléphone d'Amadou Bari. Dans le domaine du commerce, surtout du commerce du détail, les produits homologués en général sont considérés comme des produits d'appel. C'est-à-dire aujourd'hui, le consommateur, il va dans la boutique pour acheter de l'huile, du sucre et autres produits de première nécessité. C'est des produits en général qui sont homologués, dont les marges sont surveillées et encadrées. Alors le commerçant, il se dit une chose, bon voilà, c'est des produits d'appel. Quelqu'un qui vient acheter ici du riz, du sucre, va acheter à côté du café, va acheter à côté du thon, du chocolat, du savon, d'autres produits qui ne sont pas homologués et que bon, vraiment, s'il cherche vraiment du bénéfice, c'est à ce niveau-là qu'il va peut-être les chercher. Ça, c'est le principe du produit d'appel. Donc, ça se passe dans tous les secteurs. Dès l'instant que la liberté des prix est garantie par rapport à ces produits-là, rien ne s'oppose à ce que le commerçant mette lui-même son prix. Maintenant, il appartient au consommateur de faire la distinction et de comparer les niveaux de prix d'une boutique à l'autre et de choisir carrément en termes de concurrence le prix qui est le moins disant pour aller acheter là-bas. Du point de vue réglementaire, rien ne s'oppose à cette pratique-là, étant entendu que sur les produits homologués, ils n'ont aucune marge à part respecter quand même les prix qui ont été fixés par l'État. Étant entendu aussi que sur les autres produits, ils ont la latitude de mettre les marges qu'ils veulent, mais tout en respectant un peu les règles de la concurrence. Et l'actualité ce lundi, c'est aussi Macky Sall qui a rencontré la communauté des Dara du Sénégal, la modernisation des Dara. Enjeu principal de cette rencontre qui s'est tenue au Centre international de conférence Abdou Diouf. Babacar Seck. La communauté des Dara du Sénégal s'est donné rendez-vous à Diamniadio pour rencontrer le président de la République qui a évoqué l'importance des écoles coraniques dans l'éducation, mais aussi la nécessité de moderniser les Dara. bëgg naa it ci waxtaan wi ñu bàyyi xel li ñuy wax cadre juridique maanaam daara yi
Il faut mettre en place un cadre juridique des daras pour mieux les organiser. L'État fonctionne sur la base de réglementation. Il faut voir les tranches d'âge pour chaque niveau d'études et les diplômes équivalents qui peuvent être le brevet arabe ou le bac arabe dans le cadre de la finalisation du cadre juridique et réglementaire des daras. Comme ça se fait à l'école française, on pourra aussi développer des offres de formation pour les recrutements dans la fonction publique. Selon le président de la République, les daras doivent être un bouclier pour lutter contre le terrorisme. Il faut que les études coraniques soient plus renforcées. La meilleure façon de lutter contre le terrorisme est d'apprendre la religion telle qu'enseignée par nos maîtres coraniques. Il faudra élargir cette pratique dans nos écoles, que ce soit l'islam ou le christianisme, pour que personne ne puisse nous attirer dans l'extrémisme. Les daras doivent être le moteur de l'inclusion sociale, selon le président de la République qui a suggéré l'organisation au Sénégal d'un grand prix international de récitation du Saint-Coran. Le Sénégal abrite depuis ce matin la 23e Assemblée générale de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, réformer l'organisation, revoir son mode de fonctionnement et adopter un nouveau règlement intérieur. Tels sont les défis. Cette année, l'objectif étant de faire face aux difficultés auxquelles les centrales d'achat sont confrontées dans la chaîne d'approvisionnement. Mamsene Boubabou et Sidignan pour les détails. Face aux nombreux défis de la chaîne d'approvisionnement de médicaments, l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels compte réformer son mode de gouvernance pour pouvoir faire face. Le président en exercice de la CAM livre l'objectif de cette 23e Assemblée générale. Donc, après plusieurs années de fonctionnement, nous avons trouvé et jugé opportun, au regard des défis qui sont énormes dans la chaîne d'approvisionnement en médicaments essentiels pour nos populations, pour nos mamans, pour nos enfants, nous avons estimé qu'il fallait arriver à réformer la CAME, son mode de gouvernance, son mode de financement et cadrer la CAME vers un avenir meilleur qui tient compte des défis actuels. Pendant la période de Covid-19, les centrales d'achat étaient confrontées à un problème d'accessibilité des médicaments. C'est pourquoi le président de la CAM estime que le défi majeur à relever est l'amélioration du système d'approvisionnement. Et que nous puissions aussi, avec l'industrie africaine, que nous puissions être à mesure aussi à répondre efficacement. Parce qu'ici, il faut attendre 8000 km pour avoir les masques et autres. Je pense que ça, c'est un défi à relever. Donc, nous devons nous approprier de tout ce que nous avons eu comme expérience aujourd'hui, parce que 20 ans, plus de 20 ans de fonctionnement du système d'approvisionnement, c'est quand même beaucoup au niveau de l'Afrique. Et nous devons capitaliser tout ce que nous avons comme crème au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour que nous puissions améliorer notre système d'approvisionnement. La CAM regroupe 22 centrales d'achat de pays africains. L'urgence de l'heure pour celle-ci est de faire les réformes face aux mutations de la chaîne d'approvisionnement pour une meilleure préparation face aux urgences sanitaires. Le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso risquent de se retrouver sur la liste grise du GIABA. Il s'agit de la liste des pays les plus touchés par la corruption. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest l'a fait savoir lors du forum consultatif des secteurs publics et privés organisé à Sali. C'était en présence de notre correspondant à Mbour, Muntaga Kane. Le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso sont dans le collimateur de l'ICRG, groupe d'examen de la coopération internationale qui travaille pour le GAFI et le GIABA. Le directeur général du GIABA déclare qu'un plan d'action est mis sur pied pour sortir ces pays de cette mauvaise passe. Nous pouvons dire qu'il y a certains de nos États membres qui sont sur la liste de ICRG du GAFI. C'est un processus d'examen de la coopération, de la revue de la coopération internationale. Et parmi ces pays, nous avons le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Mais ils ne sont pas ces pays sur la liste grise.
parce qu'il y a un plan d'action qui a été mis en place par le GAFI. Les États membres sont en train de travailler avec le GAFI et le GIABA pour sortir de ce plan d'action. Donc si le pays parvient à sortir de ce plan d'action, il ne se retrouvera pas sur cette. GIABA compte mettre en place un partenariat fécond entre les secteurs privés et publics dans son combat. Les banques commerciales et les CENTIF sont également mises à l'épreuve. Alors, les attentes, effectivement, parmi les participants, nous avons des agents chargés des enquêtes et poursuites. Nous avons les banques commerciales, mais nous avons aussi les CENTIF, les cellules nationales de traitement des informations financières. Donc, c'est de voir comment ces différentes entités vont travailler de manière étroite, ou en étroite collaboration, j'allais dire, et voir comment les CENTIF vont faire des déclarations d'opérations suspectes qui pourront aller au niveau des agents chargés des enquêtes et poursuites pour une analyse et transmission au bureau du procureur afin que nous puissions avoir l'efficacité dans notre lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Et dans son processus de lutte contre le blanchiment de capitaux, un certain nombre de dispositions ont été prises par le GIABA au niveau des institutions bancaires. L'une d'entre elles concerne la création du poste de chargé de la conformité, dont la principale mission sera de veiller au respect des règlements. Pattison Bolega, président du Forum des agents de conformité des États membres du GIABA, nous explique tout au micro de Montagakan. Chaque banque doit nommer ou désigner un chargé de la conformité. Et ça devrait être une personne cadre de la banque et une personne indépendante. Son rôle plutôt, évidemment, ce serait de s'assurer que tous les règlements, que toutes les lois votées par le pays dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient mises en œuvre au niveau de la banque. Mais ils ont aussi pour rôle d'autonomiser les agents qui sont au niveau des guichets, les former, les amener à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire au moment de prendre un nouveau client au niveau de la banque, afin que cette personne soit au courant de ce qu'elle a à faire. Et aussi, ils sont chargés de faire les DOS, les déclarations d'opérations suspectes. Ils les envoient quand il y a des opérations qu'ils pensent être douteuses au niveau de la CENTIF, et ce sera maintenant à la CENTIF d'analyser et de voir est-ce que la DOS mérite d'être envoyée au niveau de la justice ou pas. Donc quand je parle des PPE, des personnes politiquement exposées, ce sont des clients. Et ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui ont soit servi au niveau des gouvernements ou qui sont encore au niveau du gouvernement. Comme nous savons que la corruption est endémique dans la région, c'est la raison pour laquelle ces personnes sont considérées comme des personnes à haut. Allons à présent à Ziguinchor. L'université Hassan Sek a organisé un forum sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, organisé en partenariat avec l'Agence nationale des énergies renouvelables. Ce forum a pour thème développement durable et innovation dans le secteur des énergies renouvelables dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz et de crise énergétique et sanitaire. L'objectif est de renforcer les relations de coopération entre chercheurs et professionnels. Plus de détails avec Hassan Ba et Daouda Sambou. Pour faire face aux défis du changement climatique, l'université Hassan Sek de Ziguinchor, à travers le Casamance Sun, a organisé un forum sur les énergies renouvelables en partenariat avec l'Agence nationale des énergies renouvelables. Malgré nos importants gisements de gaz naturel et de pétrole, le gouvernement compte maintenir la diversification de nos sources de production d'énergie. Évidemment, on continuera quand même à faire des efforts sur les énergies renouvelables parce que le monde, c'est un village planétaire. Et vous savez que le Sénégal a déjà fait beaucoup d'efforts en termes d'énergie renouvelable. Nous avons atteint aujourd'hui, en termes de capacité de production, 30% en énergie renouvelable. Et c'est important. Beaucoup de pays européens n'ont pas fait suffisamment d'efforts. Donc, nous pouvons nous vanter de notre réalisation, ce qui n'empêche quand même qu'on va se mettre dans la mouvance internationale et continuer les efforts. La coopération allemande avec le programme PSERI s'engage à moderniser le secteur énergie avec le mix énergétique par un master interuniversitaire en énergie renouvelable. Et c'est dans ces deux lignes que le PSERI intervient.
Et soutient les 4 institutions universitaires depuis 7 ans dans la mise en œuvre d'un master interuniversitaire en énergie renouvelable et efficacité énergétique, notamment l'université Hassan Sek de Ziguinchor, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université Alioune Diop de Bambey et l'école polytechnique de Thiès. Dans le sud du pays, l'Agence nationale des énergies renouvelables a déjà fait plusieurs réalisations dans différents domaines. La partie la plus visible, c'est l'installation de lampadaires solaires à travers les communes du sud, et de la Casamance principalement. Et effectivement, on a une deuxième phase qui va couvrir l'ensemble des communes de la région naturelle de la Casamance. Au-delà également, nous avons fait des installations pour donc l'autonomisation des bâtiments publics et communautaires. Nous avons un projet, l'appel d'offres est lancé, et même le marché en phase d'attribution, pour installer d'abord des pompes de surface au niveau de l'Anambé pour accompagner les riziculteurs, mais également des pompes pour effectivement les maraîchers, le remplacement des groupes motopompes par des pompes solaires pour un peu réduire les coûts d'exploitation des maraîchers de la zone. L'Agence nationale des énergies renouvelables compte à une mobilisation de tous les acteurs pour défendre et soutenir fermement le secteur de l'énergie tout en faisant face aux ravages des changements climatiques que notre continent n'a pourtant pas provoqués. Et jusqu'au 11 décembre, Dakar vibre au rythme de l'art avec la 11e édition de Parcours. Plusieurs séances de vernissage seront organisées et c'est dans ce cadre qu'une exposition à titre posthume des œuvres de l'artiste Abou Ndiaye a été organisée. 69 toiles issues de collections privées ont été exposées à l'atelier céramique des Almadies d'Astou à Samboussen. Il y a fait un tour, regardez. Si vous ne connaissez pas l'artiste peintre Abou Ndiaye, c'est l'occasion de le découvrir à travers l'exposition posthume Abou Ndiaye, le messager. Considéré comme un pionnier du surréalisme au Sénégal, l'artiste n'est pas bien connu du grand public. Son fils aîné, Iba Ndiaye, partage toute sa satisfaction. Je suis très ému, c'est un sentiment aussi de fierté pour toute la famille. Parce que personne ne s'attendait à cette journée d'hommage posthume. À travers ces œuvres, nous avons su que l'artiste est toujours là. Donc l'artiste ne meurt jamais. Et donc cette occasion a permis... Avec principalement des inspirations islamiques soufis et de contes africains, l'exposition est composée de 69 tableaux, dont 19 issus de la collection d'Eiffage Sénégal et 50 de la collection Cham. Khadija Cham, co-organisatrice de l'événement, affirme une volonté de faire connaître au grand public les œuvres de l'artiste. C'est un honneur pour nous de remettre en lumière un artiste tel que Abou Ndiaye. C'était important de remettre en avant cet art, son travail, qu'il soit connu du public. Pour moi, c'est un des artistes de l'école de Dakar les plus méconnus, mais qui méritait une expo personnelle. Cette exposition entre dans le cadre de la 11e édition du Parcours. Théo Petroni, co-organisateur de l'exposition, décline les objectifs de la 11e édition du Parcours. De montrer que le parcours est accessible à tout le monde, donner cette information-là que nous attendons aussi à être soutenus. Nous sommes ici au Sénégal et ça devrait être normal que les entreprises privées comprennent l'importance du rôle que peut jouer le mécénat artistique et culturel pour le développement de la connaissance. Le parcours est devenu en 10 ans une rencontre de l'art africain. Il se déroule du 25 novembre au 11 décembre. L'exposition Abou Ndiaye le messager, quant à elle, se poursuit jusqu'au 25 février 2023. Parlons sport dans cette édition avec la Coupe du monde de football qui se déroule actuellement au Qatar. Gagner ou gagner, c'est le mot d'ordre du coach Aliou Cissé à quelques heures du match contre le Qatar. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal estime que la victoire est impérative pour se qualifier. Il s'est exprimé en conférence de presse d'avant-match. Le voici au micro de nos envoyés spéciaux. Écoutez, je suis issu d'un pays où on n'aime pas la défaite. On est un pays qui veut gagner. Je veux gagner. Le peuple veut aussi que son équipe gagne. Les joueurs ont envie de gagner. Bien sûr que ne pas passer, ce serait quelque chose
difficile à digérer. Maintenant, on reste dans le cadre du football. Je crois que ce qui est important, c'est de faire le nécessaire et surtout nous donner les possibilités de pouvoir gagner. Ça va, on gère bien cette pression. Pour moi, c'est une très bonne pression. Nous travaillons tous les jours, nous faisons ce métier-là. Les joueurs aujourd'hui ont travaillé pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, le niveau de cette compétition-là, nous savons que oui, gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure et nous avons l'intention de continuer cette aventure-là. Perdre nous ramènerait à la maison, on n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018 où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là, tandis que là, les choses sont claires. Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive, mais je crois que c'est notre quotidien en réalité depuis que 7 ans que je suis là. C'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs, c'est des matchs très importants. Donc demain, ça sera un match parmi tant d'autres en termes de pression, en termes d'adrénaline, mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça et c'est ce que nous voulons aussi, c'est ce qui nous amène ici en réalité. Et puis l'équipe nationale du Sénégal a effectué sa dernière séance d'entraînement en cette veille de match, à l'exception de Cheikhou Kouyaté. Tout le groupe a participé. Les Lions vont disputer demain, mardi, un match décisif qui coïncide avec le 2e anniversaire du décès du premier Sénégalais à avoir marqué dans une phase finale de Coupe du Monde. Voyons tout cela avec Saïkou Saïdi et Serine Saloudem. Cette séance pourrait être la dernière des Lions pour ce mondial. Mais ce scénario n'est pas envisagé par Aliou Cissé qui a fait savoir en conférence de presse que son séjour à Doha est loin d'être terminé. Je suis issu d'un pays où on n'aime pas la défaite, dixit le sélectionneur national. À travers cette déclaration, il envoie un message à la fois galvanisant pour ses joueurs et rassurant pour le public sénégalais. Cette envie de vaincre se lit sur leur visage. Ce lundi, les Lions ont effectué leur séance de veille de match contre l'Équateur, une finale avant la lettre. Ils sont condamnés à gagner pour rester dans la course. Ils en sont conscients. Tout le groupe a participé à la séance collective à l'exception de Cheikhou Kouyaté, qui ne s'est toujours pas remis de sa blessure. Une séance de mise en place tactique pour faire face à la tri très entreprenante contre les Pays-Bas vendredi dernier, mais surtout pour bloquer son leader technique et actuel meilleur buteur du mondial, Ener Valencia, auteur de 3 buts en 2 matchs. De son côté, Cissé a annoncé les couleurs de cette rencontre. Il va attaquer pour gagner. Une titularisation d'Iliman Ndiaye est attendue, auteur d'une bonne entrée contre le Qatar, passeur sur le 3e but des Lions inscrit par Bamba Dieng. La rencontre du Sénégal contre l'Équateur est prévue ce mardi à 15h GMT, 18h heure locale, au stade Al-Khalifa. Une enquête sur le pont de Foundiougne inaugurée le 26 mars dernier par le chef de l'État Macky Sall. Le pont Nelson Mandela s'impose aujourd'hui comme un levier de développement incontournable dans la zone. Acteurs du tourisme et du transport se réjouissent, mais l'infrastructure ne fait pas que des heureux. Les femmes vendeuses de produits halieutiques se plaignent d'avoir perdu leur clientèle constituée principalement de passagers du bac qui assuraient la traversée du fleuve Saloum. C'est un sujet d'enquête de Younous Agué. 4 mois après son ouverture, l'impact du pont Nelson Mandela se ressent dans presque tous les secteurs stratégiques de Foundiougne et environ. La ville centenaire semble faire peau neuve avec ce pont, l'un des plus grands dans l'Afrique de l'Ouest avec 1600 mètres de longueur. Le tourisme se relève de sa belle mort et son attractivité a pris un bain à grande eau, ce aux grandes dames des acteurs du tourisme. Nous, en tout cas, acteurs du tourisme, nous y trouvons notre compte. Parce que déjà, dans notre jargon, un investissement pareil, pour nous, c'est une attraction touristique d'abord. Vu la taille de l'investissement, vu sa spécificité, pour nous, c'est une attraction touristique. C'est-à-dire, c'est quelque chose, en tout cas, qui peut créer la curiosité chez d'éventuels visiteurs. Et pour nous, au niveau du tourisme, c'est quelque chose d'intéressant.
Voilà. Dans la mesure où ça facilite l'accès, donc ça joue en faveur des arrivées. Ça facilite aussi ce qu'on appelle le nombre de nuitées. Parce que quelqu'un, par exemple, qui se rend compte que l'accès à Foundiougne est facile, ben, il peut prétendre, par exemple, être là pour plusieurs nuitées. Alors qu'au départ, s'il était sur la contrainte, par exemple, de l'entrée et de la sortie, ben, il y avait un calcul à faire. Donc souvent, il y avait peu de nuitées, là où, par exemple, il pouvait en avoir plus. Donc je te parle en termes d'arrivée et de nuitées, en termes d'attraction touristique, quelque chose qui peut créer la curiosité, en tout cas, pour des visiteurs. Garage, les transporteurs s'accordent tous sur le rôle primordial joué par le pont dans la relance de leur secteur. non pont bi ba ngay tijjee ba tey moom daf ñu yombalal dem beeg dëkk bi parce que fi ñu toll nii ñun daan nañ xëy si 5 heures du matin rang ba daanaka bag bi 8 heures la doon dem fi ne nii heure boo jógee dem ñëw waaw parce que man jamono yee am naa fi soxla boo xamante ne c'est urgent Touba mais minuit laa jóg réglé ko ñëwaat. Une position qui contraste avec celle des femmes qui vendent des fruits de mer dans cet espace, qui recevaient des centaines de véhicules durant la période où la traversée du fleuve Saloum était assurée par le bail. Pour elles, l'ouverture du pont a signé la mort prématurée de leur business, nous confie la doyenne des vendeuses qui fréquentent ces lieux depuis 1999. Issue d'un village insulaire, Ndeye Amidjera, mère de 4 filles, n'a plus d'espoir. Elle fait face désormais à un nouveau défi, c'est celui de la visibilité. ñun njaay lañ yaakaar ndax ñun ay baadoolo lañ li ñuy liggéey fi moom lañ wéyee ak suñuy njaboot waaw te ñun doon jaayee ak léegi nekkatu benn mun nga yend fi ba ngoon doo jaay sax téeméer te xam nga kon dina metti ngay fekk say njaboot bàyyi fi paas ñëw paas ñibbi sa kañ yi nga xam ne ñun dëkkuñ fi ñu ngi jóge ba sum di paas ñëw boor bu set 400 nga war a paas ñëw paas ñibbi boo jaayut xam nga du baax. Le pont Nelson Mandela, un moteur incontournable pour le développement de Saloum et de ses îles, un puissant levier qui a déjà enclenché le processus de transformation socio-économique de cette ville historique qui a beaucoup à offrir au tourisme et à l'économie sénégalaise dans son ensemble. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.